14 mars 1832, Paris. L'un des plus grands linguistes du monde, l'homme qui a brisé le silence millénaire de l'Égypte antique, Jean-François Champollion, a perdu la vie à seulement 41 ans, sans avoir vraiment vieilli. Les hiéroglyphes, ces symboles mystérieux et sacrés, ces chiffrements avancés qu'il a résolus, les secrets de la pierre de Rosette qu'il a pu révéler, ce génie a été retrouvé étrangement dans son bureau d'études quelques heures seulement avant sa mort. Sur son bureau, il y avait des notes inachevées, des symboles non résolus et une phrase « Je n'ai pas encore fini. Je reviendrai ». Les archives officielles indiquaient que Champollion avait eu une attaque et était mort rapidement d'une crise cardiaque soudaine. Mais ses proches affirmaient qu'il disait des choses étranges dans ces derniers jours, murmurant « Les pharaons m'appellent. Je dois achever les secrets. » Et avant sa mort, il avait enfermé ses objets les plus précieux, ses notes privées, les objets qu'il avait rapportés d'Égypte dans un grand coffre, et n'avait donné la clé à personne. Ce coffre est resté caché et couvert de poussière dans les archives d'un musée parisien pendant des années. Et exactement 192 ans plus tard, en 2024, dans un petit village du sud de la France, un enfant de 4 ans est revenu pour achever la mission inachevée de Champollion, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Théo, 4 ans, était un enfant ordinaire, grandissant dans une famille ordinaire, dans un petit village près de Lyon. Sa mère, Marie, était infirmière. Son père, Laurent, était électricien. Il n'y avait aucun livre d'histoire chez eux. Rien n'était discuté sur l'Égypte antique. Même ces types de documentaires n'étaient pas regardés à la télévision. Mais quand Théo a atteint l'âge de 3 ans, il a commencé à faire des dessins étranges. Sur des papiers, sur les murs, même dans le sable, il dessinait des oiseaux, des yeux, des serpents, des soleils. Marie attribuait d'abord cela à des gribouillages enfantins, mais les dessins avaient un ordre, une symétrie, une répétition, comme s'il essayait de raconter quelque chose. Un jour, pendant que Marie préparait le repas dans la cuisine, Théo jouait silencieusement avec ses jouets dans la salle de jeu. Mais soudain, la voix du petit enfant se fit entendre. Des sons étranges, mélodiques, mais pas du tout familiers. Quand Marie courut dans la pièce, elle réalisa que les sons sortant de la bouche de Théo ne ressemblaient à aucune langue européenne. L'enfant parlait de manière rythmique, comme s'il récitait une prière. « Théo, que dis-tu? Quelle est cette langue ?» demanda-t-elle. Et Théo regarda avec des yeux innocents et dit « Maman, je parle juste. Tu ne comprends pas? C'est notre langue, la langue du pharaon. » Marie eut la chair de poule. « Pharaon ?» Comment un enfant de 4 ans connaissait-il le mot pharaon? Mais Théo continua. « Je connais ces choses, maman. Je les ai toujours connues. Je les ai écrites, je les ai déchiffrées. Les secrets sur la pierre, c'est moi qui les ai ouverts. » Laurent pensait d'abord que sa femme exagérait. Mais un soir, en couchant Théo, l'enfant prit l'un des livres et en tourna les pages. Dans le livre, par hasard, il y avait une section sur les pyramides de l'Égypte antique, et une page était remplie de hiéroglyphes. Dès que Théo vit cette page, il bondit, saisit le livre et commença à montrer les symboles avec ses doigts. Et puis, de manière extrêmement fluide et vraiment maîtrisant complètement le sujet, comme s'il lisait dans sa propre langue, il lut chaque symbole dans l'ordre. Ceci est le soleil, ceci est Dieu, ceci est roi, ceci est mort, ceci est vie. Laurent et Marie étaient choqués. C'était impossible. L'enfant n'avait reçu aucune éducation. Il n'avait même pas encore appris à lire et écrire. Mais il lisait les hiéroglyphes, l'un des systèmes d'écriture les plus complexes au monde, avec fluidité. Le lendemain, la famille se rendit chez un psychologue pour enfants. Dr Sophie Blanc était un médecin expérimenté travaillant depuis des années sur le développement de l'enfant. Pour tester Théo, elle lui montra diverses cartes de hiéroglyphes. Des symboles simples, des phrases complexes, même des photocopies de notes écrites de la main de Champollion. Théo lut chacune d'elles sans aucune hésitation. Il expliquait même les significations de certains symboles, des détails que même les égyptologues modernes débattent. Dr Blanc ne put expliquer cette situation. Cet enfant est soit le plus jeune génie de l'histoire mondiale, soit il porte vraiment une connaissance du passé, dit-elle. Mais le vrai choc s'est produit quelques semaines plus tard. Un jour, pendant qu'il jouait à la maison, Théo demanda soudainement du papier et un stylo. Et rapidement, très rapidement, il commença à dessiner une carte.
des bâtiments, des rues, un musée, une pièce, un coffre, et à l'intérieur du coffre, un compartiment caché. Quand Marie demanda « Théo, qu'est-ce que c'est ?» Théo répondit « Le fragment perdu de la pierre de Rosette. Je l'ai mis là, pour que personne ne le sache. Mais maintenant, il faut le trouver. Nous devons achever les secrets. » Marie se mit à trembler. La pierre de Rosette? Un fragment perdu? Qu'est-ce que cela signifiait? Laurent fit diverses recherches sur Internet et fut extrêmement choqué par les informations qu'il découvrit. La pierre de Rosette, trouvée en Égypte en 1799 lors de l'expédition de Napoléon par un officier français, portait le même texte en 3 systèmes d'écriture différents, hiéroglyphique, démotique et grec ancien. C'était une pierre qui a changé le cours de l'histoire. Grâce à cette pierre, après 23 ans de travail laborieux, Champollion déchiffra le code des hiéroglyphes en 1822 et fit entendre à nouveau aux gens la voix de la civilisation égyptienne qui était restée silencieuse pendant 3000 ans d'une manière compréhensible. Mais parmi les informations que Laurent trouva, il y avait un détail choquant. Certaines parties de la pierre étaient portées disparues. Certaines des notes de Champollion, des documents de recherche spéciaux et des objets qu'il avait rapportés d'Égypte avaient mystérieusement disparu immédiatement après sa mort, et certains historiens pensaient que cela avait été délibérément caché. Dans les derniers jours de Champollion, il était enregistré dans les archives qu'il avait dit à ses étudiants et collègues « Je n'ai pas encore tout expliqué, certains secrets sont trop dangereux, ils émergeront le moment venu ». La carte dessinée par Théo montrait un musée à Paris, plus spécifiquement une section d'archives spéciales du musée du Louvre qui n'était pas ouverte au public, accessible uniquement aux experts et chercheurs dans ce domaine. Les détails de la carte étaient incroyablement précis. Par quel couloir il fallait entrer, à quel étage c'était. Même les numéros des étagères y figuraient. La famille informa d'abord par email, puis par pétition officielle, de manière urgente et anxieuse, les autorités du Louvre de la situation. Au début, personne ne prit cela au sérieux. La carte d'un enfant de 4 ans, quelle blague! Mais Marie et Laurent n'abandonnèrent pas. Ils se rendirent aux journaux locaux, l'histoire commença à se répandre, devint virale sur les réseaux sociaux, et à mesure que la pression médiatique augmentait, les autorités du musée ne purent plus ignorer cette demande étrange. Finalement, Dr. Catherine Mercier, directrice de la section Égypte antique du musée du Louvre, accepta de rencontrer la famille et, réalisant qu'elle devait maintenant s'occuper de cette affaire, dit ces mots. « D'accord, venez, mais c'est juste pour tester l'imagination de l'enfant. » Quand Théo entra dans le musée, comme s'il avait vu l'endroit 1000 fois, il marcha sans hésitation. De longs couloirs, des escaliers tournants, des portes verrouillées. Mais Théo connaissait chacun d'eux. Par ici, puis à gauche, puis en bas, les anciennes archives, décrivit-il. Les employés du musée, étonnés de voir l'enfant avancer avec autant d'aisance et de professionnalisme, le suivirent. Et Théo, dans la plus ancienne section des archives, parmi les étagères couvertes de poussière, s'arrêta devant un grand coffre en bois portant les lettres JFC 1832. « C'est ici, le coffre de Champollion. S'il vous plaît, ouvrez-le. » Lorsque les employés ouvrirent le coffre, ils trouvèrent à l'intérieur de vieux manuscrits, de petites statuettes rapportées d'Égypte, des bijoux et des notes. Mais Théo dit « Non, regardez plus profondément. Il y a un compartiment caché dans le fond. » Les experts examinèrent le fond du coffre, et en effet, ils trouvèrent un petit compartiment habilement dissimulé, recouvert de bois. Lorsqu'ils ouvrirent le compartiment, un petit fragment de pierre très suspect en sortit, et il portait des hiéroglyphes et une note, de la main de Champollion, en français. « Ceci est le dernier secret. Je ne pourrai le comprendre que lorsque je reviendrai. » Le fragment de pierre fut immédiatement emmené au laboratoire scientifique du Louvre. Des tests au carbone 14, des analyses minéralogiques, des examens de style d'écriture furent effectués. Les résultats arrivèrent une semaine plus tard et la vérité qui émergea secoua tout le monde scientifique de l'égyptologie. Ce fragment s'était vraiment détaché de la structure originale de la pierre de Rosette. C'était un fragment vieux d'environ 2200 ans et il avait été conservé avec des notes écrites de la main de Champollion. Dans le carnet de notes, Champollion avait écrit ces phrases. Ce fragment contient des informations critiques qui ne se trouvent pas dans les autres sections. Le voyage après la mort, le retour de l'âme, la réincarnation. Si l'Église entend cela, tout mon travail sera ruiné. Je garde donc ce secret pour moi seul. Peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra qui comprendra cela. Les hiéroglyphes dessus, jamais vus auparavant, écrits dans des combinaisons extrêmement complexes,
contenait des informations surprenantes sur les secrets les plus profonds de la religion égyptienne antique, en particulier les croyances post-mortem, le voyage de l'âme entre les corps, les concepts de Ba et Ka, les deux formes différentes de l'âme. Quand le professeur Arnaud examina la pierre, il ne put retenir ses larmes et déclara « C'est une découverte comme le Saint Graal pour l'égyptologie. Je comprends pourquoi Champollion a caché cela. Au XIXe siècle, l'Église et la société conservatrice considéraient des sujets comme la réincarnation comme de l'hérésie. Mais maintenant nous comprenons. Champollion avait découvert que les Égyptiens croyaient que la mort n'était pas une fin, que l'âme reviendrait, et peut-être que lui-même est revenu comme preuve de cette croyance. Quand Théo vit la pierre, ses yeux se remplirent de larmes. Enfin trouvé, enfin accompli. Et puis, montrant les symboles sur la pierre avec ses petits doigts minuscules, il dit ceci. C'est le voyage de l'âme. La mort n'est pas une fin, c'est un commencement. Je suis mort, mais je sais que je suis revenu, parce que ma mission n'était pas terminée. Les pharaons m'avaient confié ces secrets, et je devais les raconter au monde. Le professeur Michel Arnaud, égyptologue renommé de l'université de la Sorbonne et expert de Champollion, étudia le cas de Théo pendant des mois de manière attentive et fascinante. Il fit des dizaines, voire des milliers de séances, appliqua divers tests à l'enfant. Cet enfant connaît les détails, les formules, des notes privées que seuls les plus proches collaborateurs et historiens de Champollion connaissaient, même des anecdotes de la vie personnelle de Champollion. Il a expliqué l'emplacement exact du coffre, comment l'ouvrir, le mécanisme du compartiment caché, sous quel angle la pierre devait être tenue face à la lumière. Il a décrit de manière très détaillée l'apparence du bureau de travail de Champollion, la disposition des statuettes égyptiennes dans sa chambre. Il a même dit les derniers mots de Champollion avant sa mort, mais ces mots ne figurent dans aucun livre d'histoire, seulement dans le journal intime de Jacques-Joseph, le frère de Champollion, dans un document conservé dans les archives. Qu'il soit vraiment possible pour ce petit enfant de savoir ces choses est impossible. L'enfant ne sait même pas encore lire et écrire. Soit c'est la plus grande coïncidence de l'histoire de la science, soit vraiment l'âme, la conscience, les souvenirs de Champollion vivent et continuent dans cet enfant, dit-il. Docteur, Arnaud travailla également sur ces hiéroglyphes complexes et avancés et dessinés par Théo et détermina que l'écriture utilisée par l'enfant ressemblait étonnamment à l'écriture de Champollion dans sa jeunesse, et même qu'en faisant certains symboles, il exhibait le même style personnel, la même tenue de stylo. Aujourd'hui, Théo a 5 ans. Il écrit toujours des hiéroglyphes, les lit, crée même de petits textes. Mais maintenant, il n'y a plus ces cauchemars qui affectaient sa vie au mauvais degré comme dans les anciens jours. Maintenant, il est paisible, heureux. « J'ai accompli ma mission, maman. Champollion peut maintenant se reposer. L'héritage des pharaons est en sécurité, dit-il. Parfois, surtout la nuit, il murmure des mots en égyptien ancien, mais maintenant il murmure paisiblement, sans peur. Sa mère, Marie, dit « Mon fils vit maintenant comme un enfant normal, mais de temps en temps, je vois ce regard profond et âgé dans ses yeux, comme quelqu'un qui regarde depuis des siècles. » La famille de Théo avait hésité à partager cette histoire, car ils craignaient que leur enfant soit étiqueté comme « étrange ». Mais avec l'encouragement de Dr Arnaud, ils décidèrent de partager cette histoire extraordinaire avec le monde scientifique. Maintenant, Théo visite régulièrement le Louvre, travaille avec les égyptologues là-bas, leur offrant de nouvelles perspectives. Certains historiens l'approchent avec scepticisme, disant « c'est juste un enfant très intelligent, peut-être autiste, peut-être avec le syndrome du savant ». Mais la plupart des historiens et chercheurs sont conscients que la plupart de cette expérience qu'ils voient ne peut être prouvée par une recherche scientifique. Le fragment perdu de la pierre de Rosette est maintenant exposé au Louvre, dans une section spéciale, sous le titre « Le dernier secret de Champollion ». Chaque jour, des milliers de personnes viennent, regardent cette petite pierre et lisent l'histoire de Théo. Cette histoire n'est pas juste un mystère. C'est l'achèvement d'une mission inachevée d'un génie au-delà de la mort. Peut-être que les âmes ne reviennent pas seulement pour vivre, mais pour terminer des missions inachevées. Théo était la voix de Champollion. Et maintenant, cette voix est gravée dans l'histoire. Qu'en pensez-vous? Théo pourrait-il vraiment être la réincarnation de Champollion? Ou est-ce une coïncidence incroyable que la science ne peut expliquer? Peut-être que certaines connaissances ne sont portées que dans les âmes,
de génération en génération, de mort en mort. Et peut-être que le plus grand secret de l'Égypte antique est que la mort n'est pas une fin, juste un passage. Champollion le savait, et Théo l'a rappelé au monde entier.